la chance d'avoir à mes côtés Marie-Christine Levet, pionnière de l'Internet français, comme on dit, fondatrice, CEO de différentes entreprises dans la tech, avant de rejoindre le monde de l'investissement en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Et surtout, tu cofondes brillamment le premier fonds européen dédié à la tech et du capital en 2017. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Anne-Charlotte. D'accord, ok. Alors, je suis très contente de t'avoir avec moi. Tu vas nous parler donc, du marché de la tech. Est-ce que tout d'abord, tu peux faire un tour d'horizon de la croissance du marché mondial de la tech après le Covid? Est-ce qu'il y a un retournement des cartes en 2022, de nouvelles tendances? Alors c'est clair que le Covid a été un accélérateur majeur pour le marché de la tech. C'est ce que les historiens appellent les accélérateurs de l'histoire. Ça existe, ça arrive de temps en temps dans l'histoire qu'il y a un événement qui accélère complètement un secteur d'activité. Et le Covid nous a fait gagner 5 à 10 ans en termes de maturité et d'adoption des usages. Il y a eu 20 milliards investis l'année dernière. Il y a eu 16 milliards en 2020 investis, donc l'année du Covid. Avant, on était dans des niveaux d'investissement beaucoup plus bas, de quelques milliards. Et l'année 2021 a confirmé la croissance de la tech. On aurait pu se dire, tiens, il y a eu le Covid, c'est normal que l'année 2020, il y a beaucoup d'investissements et ça ralentit. Non, l'année 2020 a vraiment confirmé la croissance de la tech avec 20 milliards investis dans le monde en tech, et le premier trimestre de l'année 2022 confirme encore une belle croissance, même si on n'aura pas des niveaux de croissance aussi élevés qu'en 2020 et 2021. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une redistribution totale des cartes au niveau mondial, puisque avant la tech était dominée par la Chine et les États-Unis. La Chine a complètement diminué ses investissements dans la tech. Alors il faut dire que la Chine investissait beaucoup dans le scolaire et le after school. La Chine a complètement arrêté par décision gouvernementale tout ce qui pouvait avoir lieu à du after school pour les enfants. Et donc du coup, l'Europe est passée devant la Chine. L'Europe a atteint pour la première fois 3 milliards d'investissements dans la tech en 2021. L'Europe est devant la Chine. Les États-Unis restent toujours une superpuissance. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Inde arrive sur le marché de la tech avec plus de 4 milliards investis en Inde. Et au niveau des tendances que tu vois émerger en 2022, quelles sont-elles? Alors, les tendances varient quand même d'un secteur à un autre. Si on prend la France est quand même un marché dominé par la formation professionnelle et la formation continue dans la tech. Et je pense que le foisonnement de ce salon le montre. C'est vrai qu'il y a eu, en France, il y a eu plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires fait sur la tech, et c'est 85% de la formation continue et de la formation professionnelle. Donc la France a eu un décollage de la formation continue. Le CPF, même s'il y a eu des abus, le CPF a changé complètement la donne, puisque le marché de la formation est passé d'un marché en B2B à un marché en B2C. Donc avec vraiment la possibilité d'avoir pour chaque individu de choisir la formation de son choix. Donc la France est très fort en formation professionnelle, formation continue. Dans les autres pays, dans les pays nordiques, l'école reste un segment très important dans le marché de la tech. En Angleterre aussi, et aux États-Unis, je dirais qu'ils investissent partout, de l'école, l'enseignement supérieur, formation continue, formation professionnelle. Et en Inde, on est plutôt sur du K-12. Alors après, dans les tendances, dans la formation professionnelle, formation continue, donc les tendances, il y a les tendances autour de la réalité virtuelle, tout ce qui peut être, alors maintenant on appelle ça le métaverse, ça existait déjà il y a longtemps, c'est comme M. Jourdain, beaucoup faisaient du métaverse avant de savoir que ça existait. Donc il y a la tendance de la réalité virtuelle, il y a la tendance de tout ce qui est peer-to-peer, bien sûr il y a la tendance du mobile. Enfin, il n'y a pas de nouvelles grandes tendances, c'est plutôt que les sociétés ont enfin des gros marchés et se développent fortement. Et du coup, donc, avec EduCapital, tu investis donc, en France et en Europe. Comment tu positionnes la France en termes de croissance de l'écosystème vis-à-vis des autres pays d'Europe? Est-ce qu'on est plus dynamique, moins dynamique? Comment est-ce que tu perçois la place de la France? Alors, dernière tendance que j'ai oublié de mentionner, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, et l'IA et l'adaptive learning. C'est vrai que c'est une tendance de fond, depuis longtemps on entend parler. Enfin, on voit quand même des sociétés vraiment émerger avec des propositions intéressantes dans ce secteur qui permettent un apprentissage personnalisé qui s'adapte à la manière de chacun. Je dirais que la France est assez en avance sur le domaine de la formation professionnelle, formation continue. On a des belles sociétés. Nous, on avait investi dans 360 Learning, qui a quand même une très belle croissance, qui va maintenant aux États-Unis. Donc notre but, c'est d'essayer de faire écloser des champions européens. On a encore beaucoup de retard dans tout ce qui est lié au scolaire, que ce soit le scolaire, primaire, collège, lycée,
et l'enseignement supérieur. Donc bon, voilà, on attend avec impatience la nomination des nouveaux ministres pour voir si un déclic se fera sur ce sujet, parce qu'on l'a vu pendant tous les confinements, on a quand même souffert d'une impréparation totale, de manque de formation des profs, manque d'investissement dans l'innovation pédagogique. Mais c'est vrai que sur les secteurs formation continue, formation professionnelle, on a, je pense, rien à envier aux autres pays. En tout cas, on est parmi les leaders en Europe, et nos sociétés ont... alors après, on bénéficie de marchés quand même petits par rapport au marché US. Donc voilà, nos sociétés qui veulent croître ont besoin d'aller à l'export. Mais on a la possibilité vraiment d'avoir des champions qui réussissent à l'international. Et justement, tu parlais des Américains, des Chinois et des Indiens. Je sais qu'un thème qui t'est cher, c'est le thème de la souveraineté numérique. Où tu en es aujourd'hui dans ta réflexion? Qu'est-ce que tu perçois de l'écosystème? Est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui est suffisamment porté par les entrepreneurs, porté par les pouvoirs publics? Alors c'est vrai que c'est un sujet crucial, principalement pour l'école, pour le primaire, collège, lycée, enseignement supérieur. On l'a vu pendant la période de Covid. On a finalement, faute de préparation, on a utilisé des outils des GAFAM, qui sont des outils très bien faits. Google, Microsoft, Amazon, voilà, donc des outils qui ne sont pas faits pour l'éducation, mais qui ont des logiques différentes. C'est des outils qui captent l'utilisateur dès son plus jeune âge pour ensuite ancrer des habitudes de consommation très importantes, et ensuite avec des modèles publicitaires, des modèles de collecte de données et de publicité ciblée. Donc ce n'est pas des modèles liés à l'éducation. Donc on a vraiment un enjeu fort de développer une filière EdTech française et européenne souveraine, parce que l'étape d'après les outils de base, c'est les contenus. Et on voit aux États-Unis que Google offre un store de contenus, etc. Donc voilà, il y a un enjeu, je pense, de valeur européenne à construire un socle important d'EdTech souveraine. Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur l'actualité d'EduCapital? Vous avez fait un nouveau closing. Quelle est votre ambition? Vers où vous allez? Donc effectivement, EduCapital, on l'a créé en 2017. On était le premier fonds européen dédié à ce secteur de l'EdTech. On était au tout début. C'est vrai qu'en 2015, quand on parlait d'EdTech en France, voilà, on était vraiment au démarrage. Voilà, le secteur a bien grossi. Il a été aussi vraiment propulsé par les périodes de Covid, aussi bien à l'école, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise est en train de vivre une transformation profonde. Le télétravail s'installe de manière durable, et donc du coup de nouveaux outils sont besoin pour travailler et manager une entreprise différente, une entreprise hybride. Donc nous, le deuxième fonds, on l'a mis sur les deux sujets, l'EdTech, mais aussi le sujet du Future of Work, parce qu'on pense que ce monde du travail vraiment vit une révolution totale, et il va falloir accompagner cette révolution. Il va falloir accompagner les salariés dans le management des salariés, leur évolution de carrière, leur formation. Les compétences deviennent de plus en plus obsolètes. Il va falloir se former tout au long de sa vie, alterner des périodes de formation, de bureau, d'entrepreneuriat. Voilà, donc il y a une énorme révolution sur le monde du travail, d'où la thématique du deuxième fonds, EdTech et Future of Work. Et là, on a annoncé donc un premier closing de ce fonds 2 à 100 millions, avec l'objectif d'atteindre 120 millions pour justement accompagner. Alors c'est un petit montant par rapport à toutes les sociétés qui existent. On va accompagner autour de 20 sociétés, vraiment faire 20 champions français et européens dans le domaine de la EdTech. Parce qu'on a aussi un sujet dans ce domaine de la tech, on a beaucoup de petites sociétés. On a, je crois que tu me corrigeras, mais sur plus de 50% de sociétés qui sont en dessous de 500 000 euros. 70%. Ouais, 70% en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il y a besoin quand même d'avoir une consolidation du marché, parce que en face de nous, les acteurs étrangers sont de plus en plus des géants. On le voit, les acteurs américains sont des géants. Il y a eu des investissements soutenus en EdTech aux États-Unis depuis depuis 2015-14, où les tech a vraiment décollé aux US. Donc là, déjà l'Europe a eu 5 ans de retard, et pendant toutes ces années, les Américains ont beaucoup investi. Donc on a des géants en face de nous, donc il faut aussi avoir des géants français et européens, et donc on pense qu'il va y avoir une consolidation du marché. Parce que c'est vrai que je me promenais dans le salon et je me disais, un DRH ne peut pas être appelé par 50 sociétés. Donc il va bien falloir avoir des têtes de pont qui consolident le marché pour proposer une large gamme de services aux acheteurs. Tu as tout à fait raison, on essaye d'aider à ça au sein d'EdTech France. Il nous reste 2-3 minutes pour peut-être prendre une ou deux questions, s'il y en a dans la salle. Est-ce qu'il y a une question pour Marie-Christine? Après, on reste sur un autre panel après, mais
S'il y a une ou deux questions maintenant. Ouais, levez la main parce que je ne vous vois pas. Personne. Marie-Christine est toujours très claire, assis. Arnaud Lefrançois, je suis professeur en particulier. Comment vous voyez l'évolution sur les EdTech, tout ce qui est primaire, secondaire et supérieur? Est-ce que vous croyez qu'il y a forcément l'État derrière ou on peut imaginer d'autres organisations qui vont se mettre en place? Alors nous, on milite vraiment, c'est une très bonne question, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que la EdTech n'avance pas assez vite dans le primaire, collège supérieur, c'est la centralisation du système. On a des systèmes trop centralisés, les décisions sont prises souvent dans des gens très loin des utilisateurs finaux et sont imposées. Et je pense que tout ce qui est imposé ne marche pas. Et dans les autres pays dans lesquels l'EdTech marche, si vous voulez, dans les pays nordiques, mais même aux États-Unis, il y a une énorme liberté pédagogique laissée aux professeurs et la possibilité de choisir vraiment l'outil et le service dont il a besoin pour faire son cours. Et donc il faut remettre, je pense, l'enseignant au cœur du choix de l'EdTech. Et alors pour faire ceci, nous on milite fortement pour l'existence d'une plateforme, comme il y a eu le CPF dans le domaine de la formation professionnelle, où finalement chaque individu a la possibilité de choisir la formation de son choix. Il faut que le prof puisse avoir une plateforme qui pourrait d'ailleurs être faite par un établissement public, mais une plateforme dans laquelle il aurait la possibilité de choisir la ressource dont il a besoin pour faire son cours. Et c'est vraiment ce qui marche dans les autres pays. Aux États-Unis, un prof a le choix entre plus de 70 ressources. Alors maintenant, eux, ils en sont dans le problème extrême, c'est qu'ils ont trop de ressources à choisir. Mais bon, déjà en France, un prof de maths, aujourd'hui, il a peut-être le choix entre une ou deux choses. Donc voilà, il faut vraiment se poser sur le principe de liberté pédagogique et décentraliser les budgets au niveau au plus proche du local, au niveau régional, au niveau de local, au niveau de l'établissement. Voilà, et donner beaucoup plus de liberté au directeur d'établissement et à son équipe pédagogique pour choisir l'outil et le service dont il a besoin. Et je pense qu'il ne faut pas imposer le numérique. Le numérique doit être choisi.